Bon bah c'est reparti, je suis désolé, j'ai pas de phrase d'accroche encore pour le moment, donc comme vous pouvez le voir, à nouveau je viens de me réveiller. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de mon parcours dans le dessin, partie numéro 2 de... Merde. La première vidéo a eu des bons retours de votre part, donc je suis super content à ce niveau-là. N'hésitez pas à continuer à partager, à vous abonner, afin que nous fassions... C'est un tremblement de terre là ou quoi? C'est fini? Ouais, pardon, ça a tremblé pendant un moment. Pour rappel, je vis à Tokyo, donc ça gigote pas mal ici. Non, c'est pas un tremblement de terre, c'est juste mon flow naturel. Ah putain, j'ai un bon mouvement d'épaule là. Enfin bref, donc la première partie de mon parcours faisait surtout le point sur ma réussite, mais cette fois, je vais plutôt vous parler des échecs. Être déçu, c'est une constante dans la vie d'un artiste. Il y a beaucoup d'insatisfaction artistique. Je suis une merde, je ne suis pas digne, c'est pourri tout ce que je fais. Et encore, il y a le manque de reconnaissance venant des gens de façon générale et plus particulièrement des proches. Et enfin, la question des mauvais clients, des mauvaises gens avec lesquels on peut s'entourer. Je ferai une vidéo de mise en garde par rapport à certains de ces sujets, mais le but c'est de faire attention et de s'entourer le mieux possible. Dans ma dernière vidéo, je parlais du fait que ma mère a été malade, on lui avait diagnostiqué un cancer, donc là on est en 2011, et c'est un moment assez difficile dans ma vie parce que je sais pas vraiment ce que je dois faire, est-ce que je dois rester au chevet de ma mère? Évidemment, pour moi c'était l'évidence même, mais ma mère me dit non, il faut que tu partes. Donc c'est vraiment elle qui m'a exhorté à m'en aller, et elle m'a dit si tu ne pars pas, tu ne partiras jamais. Je sais que comme ça peut sonner très bête, mais en effet, c'est une expérience de vie que j'ai pu avoir grâce à elle, donc elle s'est littéralement sacrifiée pour moi, et grâce à ça, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Merci maman. Je t'aime. Donc 2011, la situation est difficile. Ma mère est malade, il y a également Fukushima, mais je me prépare tout de même pour partir au Japon afin d'améliorer mes skills dans le dessin. D'autant plus que mon rapport avec la Suisse à cette époque-là, c'était beaucoup un rapport d'haine et d'amour. Amour évidemment grâce à ma famille, grâce à mes amis, mais d'haine aussi parce que pour une personne comme moi, c'était très difficile d'y trouver ma place. Voilà, je suis un créatif, mon profil là-bas en Suisse n'est pas vraiment normal, et c'est aussi parce que tout ce qui avait trait à la scène artistique, je trouvais que c'était plutôt pourri en fait, pas motivant. Et comme le disait Vegeta, je ne progresserai jamais si je reste sur cette planète, parce que la Suisse c'est quand même un pays qui est très confortable, c'est un pays dans lequel on peut se faire de l'argent quand même très facilement. Pour vous donner une idée, le salaire moyen en Suisse c'est quand même autour de 6500, 7000 euros. Voilà, ça veut rien dire. Donc je pars au Japon, on est en 2011, et les choses se passent super bien. Je fais la rencontre de beaucoup de personnes très intéressantes, dans les milieux artistiques notamment. Étonnamment, je suis déjà connu au Japon d'une certaine façon. Pour rappel, j'avais travaillé avec des artistes de la scène West Coast des États-Unis, notamment Shade Chist et Superfly, ce qui fait que quand j'arrive au Japon, les gens connaissent déjà mon travail. C'est d'ailleurs dans ce contexte que je signe mon premier autographe de toute ma vie. Donc les autographes, j'en ai signé 4 ou 5 dans toute ma vie, hein. Et de fil en aiguille, je me connecte avec Richie, le rappeur japonais du groupe DSC et du groupe Jack Rabbit. C'est aussi le petit frère de Big Ron pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en rap nippon. Donc je le rencontre en soirée et il me propose de faire la couverture de son album pour son groupe Jack Rabbit. Cool parce que c'est mon premier travail officiel avec des gens au Japon. D'autant plus intéressant car son label est, ou du moins était, je sais pas si le label existe toujours, label Hood Sound, qui était donc un label spécialisé dans le rap West Coast, qui a été monté par des légendes, des pionniers du milieu, à savoir Kaiza Bro et DJ PMX du groupe DS455. Je me retrouve dans le sillon du label Hood Sound, je rencontre les artistes, je rencontre Kaiza Bro, DJ PMX, et là je vois que travailler avec des japonais c'est vraiment génial, parce que c'est des gens qui sont fiables, qui sont sérieux, vraiment un plaisir de A à Z. Les choses se passent très bien, jusqu'au jour où je reçois un coup de téléphone de la part de mon frère qui me dit voilà, il faut absolument que tu rentres en Suisse le plus rapidement possible, maman ne va pas bien du tout. Le lendemain à la première heure, je prends le Narita Express pour aller à l'aéroport de Narita, accompagné de ma tante Rieko, d'ailleurs gros big up à elle. Et voilà, je prends un vol pour retourner en Suisse directement et me rendre au chevet de ma mère. Et je vais rester à ses côtés à l'hôpital pendant environ 3 mois. Et j'ai tout de même du travail à faire, donc je me retrouve à travailler, à dessiner dans sa chambre d'hôpital. Voilà, tu dessines, après tu vas donner à manger à ta maman, tu vas rester avec elle un moment jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Enfin vraiment, c'était des moments qui étaient très compliqués. Ma mère va décéder durant la période de Noël en 2011.
Et c'est un événement tragique qui m'a énormément inspiré, déjà premièrement pour être une meilleure personne au quotidien, une personne plus humaine, prendre soin de mes amis, prendre soin de ma famille bien évidemment. Et ça m'a également inspiré artistiquement parce que j'ai sorti en 2014 un ouvrage du nom de Memory Lane, qui est d'ailleurs toujours disponible en version physique ou en version digitale, qui est un hommage à ma maman et une partie des bénéfices faits sur ce livre sont par ailleurs remis à la Ligue genevoise contre le cancer. Le lien est dans la description, n'hésitez pas, voilà. Par ailleurs, un très grand big up à Richie, parce que j'étais en train de travailler sur la couverture de son album Jack Rabbit, et en fait, quand ma mère est décédée, il fallait que je m'occupe des funérailles, et moi je lui ai dit, voilà, écoute, je suis dans cette situation-là, je vais te rendre l'avance que tu m'avais donnée, et puis je suis désolé pour le délai, j'espère que vous allez trouver quelqu'un d'autre pour faire cette couverture d'album. Et là, il a fait quelque chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit, écoute, voilà, toutes mes condoléances, prends bien soin de toi et de ta famille, et on va t'attendre. Et c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu que je puisse à nouveau m'occuper du dessin de la couverture d'album. Et voilà, j'oublierai jamais ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche jusqu'à maintenant, et pour toujours, respect éternel à Richie. Donc, les choses se passent mal. Ma mère décède, ma situation familiale va pas très bien. J'arrive pas à trouver de travail parce que la situation de l'emploi à Genève, c'est compliqué. Donc, je me retrouve un petit peu dos au mur en galère. Donc, je fais beaucoup de petits boulots. Je travaille en tant que barman dans le bar de pote à moi, dédicace à la Petite Reine. Et je me retrouve également à faire des travaux de conciergerie dans un centre commercial. Et en plus de ça, ben, je suis obligé d'emménager dans une espèce d'appartement garage dans lequel il y a genre 1 heure de lumière par jour. Donc voilà, c'est la galère. Et ce qui rend les choses d'autant plus difficiles d'un point de vue psychologique, c'est que je suis au chômage. Et le problème, c'est qu'étant donné que Genève est une très petite ville, tout le monde connaît tout le monde. Et le souci, c'est que voilà, dans l'image des gens, Toine était parti au Japon, Toine bossait avec des rappeurs connus aux États-Unis, etc. Et que en fait, quand j'étais obligé de sortir en public, je voulais pas que les gens me voient, d'autant plus si j'allais pointer au chômage. Et la honte suprême, un jour, j'avais rendez-vous avec ma conseillère à l'emploi. Je l'attendais dans la salle d'attente, dans le centre à l'emploi, le centre du chômage à Genève. Et elle vient me chercher et elle se met à applaudir. J'ai l'air un peu bête là, comme ça. Hein. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, félicitations, je vous ai vu dans cet article-là, parce qu'il y avait eu un article sur moi dans un magazine très lu en Suisse, et voilà, j'avais une double page, je parlais de mon travail dans le manga, dans le rap également, et c'était un petit peu la honte, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui m'entendaient encore à la radio, j'étais dans les journaux, enfin vraiment dans des journaux à des tirages à genre 300 000 copies, vous voyez, et en même temps, la réalité, c'est que je vais pointer au chômage. Et pareil pour le travail de conciergerie, c'est que des fois, moi, je me retrouvais avec des tas de cartons ou à tirer des sacs poubelles et ce genre de choses. Et il y a des gens qui me regardaient genre, mais on connaît lui, on l'a pas vu dans un magazine ou dans un journal. C'était très dur de vivre avec cette espèce de pression. Et vivre ce genre de situation quand on n'a pas de vrai travail, entre guillemets, et ce, malgré l'obtention d'un diplôme universitaire, bah, c'était la dépression, tout simplement. Et finalement, c'est aussi ce qui m'a motivé parce que je me suis dit, voilà, personne ne veut me donner de travail, bah, je vais créer moi-même mon propre emploi. Et c'est là où je me suis dit que j'allais me remettre vraiment à 200% dans le dessin, vraiment me motiver par rapport à ça. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai repris le taureau par les cornes. Donc, en plus de mes collaborations avec des artistes musicaux, dont notamment Dimé, j'ai fait la couverture de son projet Comme sur des roulettes, sur lequel par ailleurs on retrouve pas mal de gens connus comme L'Homme Pâle et Jean Jass. Il n'y a pas Nekfeu aussi dessus? Là, je retrouve du travail dans le dessin. Je travaille pour une compagnie de jeux vidéo, je travaille également pour un studio d'animation. À partir de ce moment, on est en 2013, je ne vis que du dessin. Et c'est aussi à ce moment-là que je commence à énormément voyager parce que je suis ce qu'on appelle un digital nomade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mon ordinateur et une connexion internet, je peux travailler depuis n'importe où dans le monde. Et c'est là que je commence à partir 6 mois par année au Japon, aux États-Unis, au Canada. Voilà, je suis tout le temps dans l'avion. Et je passe peut-être 4 mois par année en Suisse. Mais sinon, voilà, je suis toujours en train de faire des allées et venues entre l'Asie, l'Amérique du Nord, etc.
je mène ma meilleure vie en fait. Et ce sentiment de liberté, très sincèrement, je le souhaite à tout le monde parce que je pense vraiment que ces années-là, c'est peut-être parmi les meilleures années de ma vie d'un point de vue de la liberté où vraiment je fais ce que je veux, j'ai mes horaires que je veux, je sors tous les soirs et il y a même des jours où je me lève, je me dis si j'allais au Machu Picchu demain. Mais malheureusement, ce train de vie me rend un petit peu paresseux et c'est quelque chose que je vais payer très cher en 2016. Donc je vis un train de vie très confortable, donc je gagne très bien ma vie pour un dessinateur, j'ai toute la liberté du monde, mais malheureusement un événement relou arrive, c'est que mon employeur principal met la clé sous la porte. Et là, je me dis, waouh, je m'attendais pas du tout à ça, et je me retrouve dans une situation où en fait mon salaire baisse de plus de 70%. Et en fait, la situation que j'avais m'avait rendu vraiment paresseux et flemmard parce que le fait d'avoir vraiment des clients récurrents et d'avoir certains employeurs qui désormais me payaient gracieusement, eh ben j'étais plus forcément dans un délire au genre ouais, il faut que je sois super productif. Et c'est ce qui fait que j'avais pas de filet de sécurité quand ça arrivait. Et c'est aussi un moment où l'industrie musicale change parce que pour rappel, il y a beaucoup de mes clients qui sont dans l'industrie musicale. Et à ce moment-là, 2016, on est dans une période où justement le piratage ça va très bien, les ventes de disques vont très mal, et le streaming, ça commence gentiment. Économiquement, les labels, ils savent pas vraiment comment ça se passe, les artistes sont pas forcément bien rétribués financièrement par rapport à ça, et moi, je fais partie des dommages collatéraux. Donc on peut passer de budget pour des couvertures d'albums à plus de 2500 balles, à des types sur SoundCloud qui disent « Ouais, j'ai besoin d'un visuel pour demain et j'ai 50 balles. » Non, ça c'est des choses que j'ai toujours refusé de faire. Donc oui, c'est en partie de ma faute, mais moi, dans ma vision des choses, c'est que je fais de l'art. Je fais pas des flyers, je fais pas des posters, je fais pas des couvertures d'albums. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande un tableau ou si quelqu'un me demande une couverture d'album, le prix va être le même. Résultat des courses, rebolote. Je suis de retour en Suisse à être barman et à rien faire de ma vie, quoi. Le plus dur à ce moment-là, c'est vraiment la dépression qui s'installe parce qu'on s'est habitué à un certain style de vie et là, tout d'un coup, tu redeviens personne. Et ça, c'était très dur à vivre. Alors, je décide de m'adapter parce que je me rappelle que quand j'avais commencé mes études universitaires et quand j'étais également étudiant au lycée, ce que je voulais faire, c'était devenir professeur de français et professeur d'anglais. Et là, j'ai une idée qui germe. Je décide de partir pour l'Angleterre où je vais rester pendant à peu près une année. Je vais me faire des diplômes là-bas, dont le CELTA. Donc le CELTA, c'est le certificat de Cambridge afin d'enseigner l'anglais aux personnes adultes. Le diplôme, je le chope, je suis paré. Et je repars au Japon et je trouve un emploi en tant que prof d'anglais là-bas. C'est d'ailleurs toujours l'un des boulots que je fais ici. Ce qui fait que je suis désormais illustrateur comme je l'ai été depuis 2008, mais je suis également professeur comme Onizuka. Ça d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo afin de parler de ma vie en tant que prof, parce que vraiment il y a des trucs, c'est incroyable. En mal, hein. Donc c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit « Ouais, mais bon, ça aurait été mieux si je pouvais revivre uniquement du dessin comme c'était le cas à l'époque. » Mais je suis aussi quelqu'un qui se lasse très vite. C'est-à-dire que je suis incapable de jouer à un jeu vidéo plus de 2 heures par jour. Comme pour le dessin, je peux pas passer 8 heures de ma journée à dessiner non-stop. J'ai besoin de faire des à côté, de faire des activités différentes. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai commencé à faire des vidéos, parce que j'ai envie de continuer à rester actif, à rester productif, tout en faisant des choses différentes. Au final, travailler comme prof, je trouve que c'est plutôt cool, parce que ça me permet de rencontrer des gens, alors que ma situation en tant que dessinateur est très solitaire, indirectement grâce à mon boulot de prof que j'ai rencontré ma fiancée. Mais c'est encore une autre histoire. Et là, voilà, c'est ma vie actuelle, donc on est en 2021, ma vie d'artiste, d'illustrateur et ma vie en tant que sensei. Et voilà, à partir de maintenant, je suis paré pour aborder d'autres sujets avec vous. Voilà pour mon parcours et ma présentation et j'espère que vous allez continuer à me suivre. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche, ding ding dong, et à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Grosse dédicace à Fabrice, donc la personne qui s'occupe désormais du montage de mes vidéos. Je suis très content de faire ça avec lui parce que c'est un pote d'enfance en fait. Voilà, je vous fais des gros poutous. C'était une vidéo un petit peu plus sérieuse dans le ton parce que évidemment quand on parle du décès de sa mère, on n'est pas forcément d'humeur à rigoler. D'autres choses arrivent et on va bien se marrer ensemble. Ciao ciao!